Salut à toi, je suis Toi, homme de scène, musicien et entrepreneur. J'ai pour but de percer dans l'industrie du spectacle et d'impacter des vies. À travers ce podcast, je parle de mes avancées et partage avec toi des moyens de percer et de réaliser tes rêves. On parle de développement personnel, de stratégie pour réussir et de lifestyle. Bonne écoute. Salut Olivier. Salut. On s'est rencontrés au Restart Award, la cérémonie qui récompense les personnes qui ont su rebondir après un échec, il y a à peu près 2-3 semaines. Alors toi, tu étais nommé dans la catégorie échec scolaire, si je me rappelle bien. C'est ça. Alors déjà, est-ce que pour toi, arrêter l'école, c'est considéré comme un échec? Est-ce que pour toi, c'était un échec ou... Pas du tout, en fait, c'était vraiment pour moi un choix que j'ai fait délibérément d'arrêter les études pour pouvoir me lancer dans ma création d'entreprise. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, pour quelqu'un qui voit le système scolaire comme un impératif, c'est quelque part un échec scolaire, c'est pas faux, puisque quand même, là, bon, j'ai arrêté. Mais c'est vrai que de mon point de vue, je suis d'accord avec toi, je ne l'ai pas considéré comme un échec. Mais le fait d'être nominé dans le meilleur rebond après un échec scolaire, ça me dérange pas plus que ça en fait, parce que ça peut être décrit comme ça. Et effectivement, j'adore dire que j'ai un bac-2 et que donc quelque part, j'ai pas réussi l'école, tu vois. Donc voilà, ça me pose pas de problème. Bac-2, c'est assez drôle comme formule. Ouais, parce qu'on entend bac+2, bac+3, etc. Moi, je suis bac-2. ok. Et ça m'a pas empêché de développer une carrière sympathique. Et pour toi, pourquoi autant de personnes sont désenchantées par le système scolaire français? Pourquoi est-ce que autant de personnes ne sont plus autant motivées à faire des études alors que les études, ça a toujours été un peu le saint graal, surtout dans notre culture française? Je ne sais pas s'il y a plus de personnes qu'avant qui sont démotivées par les études, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit de plus en plus des critiques du système éducatif. Et je pense qu'une des raisons, c'est que le système scolaire est de plus en plus inadapté à la société moderne et de plus en plus de personnes peuvent s'en rendre compte. En fait, quand tu regardes la genèse de comment le système éducatif a été créé en France, mais dans le système occidental de manière générale, tu peux voir que les principes philosophiques sous-jacents ont tous été établis vers la fin du 19e siècle, et donc avec des objectifs bien précis. Alors, le système a beaucoup évolué depuis la fin du 19e siècle, mais il y a quand même beaucoup de choses qui restent par tradition, par inertie, par poids des habitudes, etc., etc. Donc, ces principes de base, et c'est simple, c'est qu'il fallait éduquer suffisamment les citoyens d'un pays pour qu'ils deviennent des citoyens productifs. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire qu'on voulait avoir des bons ouvriers, des bons employés, des bons soldats, grosso modo. Et que donc, il fallait faire en sorte que non seulement, bien sûr, les gens savent lire, écrire, compter, mais aussi qu'on leur instille certaines choses qui faisaient de ces citoyens modèles, et notamment le respect de l'autorité, l'obéissance, etc. Et quand tu vois comment est organisée historiquement l'école, tu peux voir que finalement, il y a quand même pas mal de points communs avec l'organisation d'une usine. Tu as les élèves qui sont en randonnion, qui sont en train d'écouter un maître investi de l'autorité suprême, qui souvent d'ailleurs est sur une estrade. Il y a les heures de cours qui sont délimitées par des sonneries. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en France, et c'est encore le cas dans pas mal de pays d'Occident, comme l'Angleterre, le Canada, etc., eh bien, il y a des uniformes. Il y avait des uniformes où il y a encore des uniformes. Donc tu vois, pareil, on a cette idée de l'uniformité. Et au final, c'était très bien pour la fin du 19e siècle et une bonne partie du 20e siècle. Mais il se trouve que quand on incite les gens justement à des bons employés, des bons soldats, etc., enseigner la créativité, l'autonomie, justement le fait de ne pas respecter les règles, d'essayer de les casser, etc. Et puis l'entrepreneuriat, c'est pas du tout des compétences qui sont souhaitées, recherchées et encore moins enseignées. Or, aujourd'hui, au XXIe siècle, on se retrouve dans un siècle où finalement, pour la première fois, on ne peut pas prédire avec certitude à quelqu'un que son métier existera encore dans 20 ou 30 ans. C'est vrai. Et en tout cas, on peut se dire que s'il existe encore dans 20 ou 30 ans, sans doute qu'il aura été profondément modifié par l'irruption de nouvelles technologies. Au moment où on tourne ce podcast, on est en 2018, ça veut dire qu'il y a 20 ans, on était en 1998. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a 20 ans, Internet c'était tout juste en train de débarquer dans les foyers, il n'y avait pas encore le haut débit, les mobiles venaient juste d'arriver aussi, les smartphones, laisse tomber, c'était 10 ans après, donc on n'y était pas du tout. Et je veux dire, il faut quand même se rendre compte de ça. Nous, il y a 20 ans, on était déjà dans un monde très différent de celui d'aujourd'hui. Il y a énormément de métiers qui existaient il y a 20 ans et qui soit n'existent plus aujourd'hui, soit ont été profondément chamboulés par l'éruption de nouvelles technologies. Et je veux dire, tous ceux qui peuvent se rappeler, qui ont des souvenirs d'il y a 20 ans,
faites cet exercice simple. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'avais comme objet technologique il y a 20 ans? Comme téléphone, ordinateur, télévision, moyen d'écouter de la musique, etc. Et dites-vous, est-ce que je pourrais aujourd'hui l'offrir sans que ça soit considéré à quelqu'un, sans que ça soit considéré comme une blague ou une insulte? Non. Or, il y a 20 ans, on trouvait toutes ces technologies complètement ultra top. Ouais. Or, on peut faire le parallèle avec ce qu'on a aujourd'hui. Tous les objets technologiques qui vous entourent et que vous trouvez incroyables, dans 20 ans, vous aurez la même vision sur eux que ce que vous avez aujourd'hui sur les objets que vous aviez il y a 20 ans. Et donc, tous ces objets qui vont arriver dans les 20 prochaines années, qui vont être tellement mieux, y compris des objets dont on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Tu vois, il y avait très peu de personnes qui auraient pu imaginer les smartphones en 1998. C'est sûr. Donc voilà, tous ces objets-là vont profondément à nouveau changer, disrupter notre vie, nos habitudes et les métiers. Donc le 21e siècle, c'est justement le siècle où on a besoin de gens qui sont créatifs, autonomes, qui ont une démarche d'entrepreneur, et parce que voilà aussi on va vers une ubérisation de l'économie, c'est-à-dire que clairement on va vers une société, il y aura de plus en plus d'indépendants, de plus en plus de gens qui veulent travailler à leur compte, qui aiment la liberté, et aussi s'adaptent à une économie où finalement c'est ça aussi que c'est là où il va y avoir le meilleur réservoir d'opportunités. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui voient qu'il y a cette inadéquation. L'école finalement se concentre encore aujourd'hui sur l'enseignement d'un savoir cristallisé qui souvent est déjà obsolète au moment même où il est enseigné en fait. Tu vois, moi par exemple, la première entreprise que j'ai créée à 19 ans, c'est une entreprise d'informatique. Heureusement que j'ai pas attendu que l'école m'enseigne l'informatique. Je serais encore en train d'attendre aujourd'hui. J'ai appris l'informatique par moi-même. J'ai acheté mon premier ordinateur à 15 ans. C'était un des meilleurs investissements de ma vie. Et je me suis formé tout seul. Et ça m'a permis de développer des compétences suffisantes pour devenir prestataire informatique à l'âge de 19 ans. Tu vois. Donc, il y a des tas de compétences comme ça qui sont extrêmement importantes dans le monde moderne et qui sont malheureusement pas enseignées à l'école. Un autre exemple simple. On peut passer 20 ans de sa vie sur les bancs de l'école et jamais on nous apprend à apprendre. Ouais. La méthodologie d'apprendre. C'est quand même aberrant quand on demande, tu vois, comment tu expliques ça, tu vois, comment tu expliques ça? Or, en plus, il y a eu des découvertes des neurosciences dans les dernières décennies qui ont prouvé qu'il y a certaines méthodes d'apprentissage qui sont plus efficaces que d'autres, certaines techniques qui sont plus efficaces que d'autres. Quasiment aucune n'est utilisée à l'école aujourd'hui. L'école, non seulement est archaïque dans l'enseignement qu'elle donne, dans sa doctrine, dans sa visée philosophique, mais aussi dans les outils qu'elle utilise et sa pédagogie. Et c'est ça qui est incroyable. Et tout le monde n'a pas forcément une conscience claire de ça, mais en tout cas, de nombreux gens ressentent ça à un degré plus ou moins fort. Et je veux dire, on s'est tous posé la question quand on était en cours mais ok, on apprend ça, mais concrètement, ça va me servir à quoi dans la vie, tu vois? Et ça aussi, tu vois, c'est le problème, c'est que non seulement il y a ce savoir qui est obsolète, mais aussi des choses qui finalement sont pas adaptées au monde moderne, quoi. Et il y a aussi, tu vois, donc non seulement on ne apprend pas à apprendre, et il y a tellement de jeunes, tu vois, qui sortent du système scolaire avec un diplôme ou sans diplôme, peu importe, et qui se disent ça y est, c'est bon. Ils se le disent même pas consciemment, c'est inconscient. Inconsciemment, ils pensent qu'ils n'auront plus jamais besoin d'apprendre de leur vie. C'est bon, ils vont faire des sous, tout va bien aller, ils auront leur argent jusqu'à la retraite, c'est parfait. Et ils n'ont pas le réflexe de lire des bouquins pratiques, ils n'ont pas le réflexe de faire des formations, ils n'ont pas le réflexe de se dire c'est super important que je me forme tout au long de ma vie de manière continue. Or, pareil, je veux dire, on voit qu'on est dans une époque de l'histoire où tout va extrêmement vite. Il y a Ray Kurzweil qui est un penseur très influent aux États-Unis qui aujourd'hui est notamment responsable de créer l'intelligence artificielle chez Google, qui dit que le 21e siècle sera l'équivalent de 3 20e siècles en termes d'avancée technologique. C'est incroyable. Donc je veux dire, moi par exemple, j'ai connu mon arrière-grand-mère qui est décédée en 2006, elle était née en 1906, elle avait que 100 ans. Imagine, tout ce qu'elle a 1906-2006, elle m'a dit, tu sais Olivier, quand j'étais petite, dans mon village, j'ai été je crois que j'avais, je sais plus, elle m'a dit 7 ans, un truc comme ça, donc ça devait être en 1913. Elle m'a dit, j'ai vu pour la première fois une voiture sans chevaux passer dans mon petit village à j'étais le dire à la maîtresse, elle m'a pas cru, je me suis fait punir. Elle a vu une voiture sans chevaux, c'est incroyable quand même. Oui. Donc elle me dit ça, tu vois, elle a vécu dans un monde extrêmement différent. Nous, on va vivre ça x3, voire même plus, tu vois. Donc voilà. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a appris à l'école, il faut vraiment apprendre tout au long de sa vie, sinon on va juste se faire disrupter. Imaginez les gens qui n'ont pas
pris le virage de l'informatique aujourd'hui, à quel point ils sont complètement largués dans la société. Et on en connaît tous des personnes d'un certain âge qui n'ont pas pris le virage de l'informatique, qui sont aujourd'hui véritablement handicapés. Ils font partie de ce que j'appelle les nouveaux analphabètes, c'est-à-dire ce sont des gens qui malheureusement ont raté un virage très important et qui aujourd'hui ont des lacunes dans quelque chose qui est aussi important que l'écriture et la lecture, et qui ont le même handicap que par exemple les analphabètes de la fin du 19e siècle, qui faisaient partie de 10% des 10% de la population française qui ne savait pas lire et écrire, et qui du coup étaient dépendantes d'autres personnes, de gens qui savent, des scribes, pour faire à peu près tout ce que permettent l'écriture, la lecture. Et c'est fou ça, parce que tu sais, récemment je parlais avec des médecins, avec des enseignants, et ils me disaient que ça faisait 30 ans qu'ils faisaient le même travail, mais que du coup, aujourd'hui on leur demandait de faire des choses avec des slides, avec des PowerPoint, avec plein de choses, et qu'ils étaient complètement perdus, qu'ils ne savaient pas comment s'adapter. Tu vois, donc même les personnes qui ont fait 20 ans d'études et qui sont dans le même travail d'aujourd'hui doivent se remettre en cause aujourd'hui, et beaucoup ne le font pas malheureusement. Oui, et pour les profs, alors je dis ça de manière un peu provocante, mais c'est la réalité. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, alors c'est une très bonne nouvelle pour les élèves, c'est que l'époque où quand vous aviez un mauvais prof dans une matière, c'était fini, vous étiez coincé avec ce mauvais prof et puis vous ne pouvez rien faire, elle est révolue. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des cours sur n'importe quel sujet sur YouTube et ailleurs, et en fait, il y a une véritable compétition entre les plus grandes écoles pour filmer les cours de leurs meilleurs profs et les mettre en ligne. Donc, tous les profs aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte, mais il y a une sélection naturelle qui est en cours. Et les meilleurs profs, les meilleurs profs, c'est-à-dire ceux qui savent vraiment être bons à la fois dans le contenu enseigné, mais aussi leur pédagogie, eh bien, ils vont être en compétition avec les profs normaux et les profs mauvais. Et en plus, ils vont avoir le pouvoir d'Internet, c'est-à-dire que leurs cours vont être disponibles sur le web, que chacun y aura accès. Et c'est aujourd'hui une excellente manière pour les élèves de complémenter les cours qu'ils ont de manière physique. Mais c'est drôle, j'aimerais rebondir sur un truc que tu as dit que l'école, il fallait se remettre en cause, etc. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, surtout de personnes du milieu politique, retourner dans les études peut-être 20 ans après avoir terminé. Est-ce que toi qui as arrêté l'école, est-ce que tu te verrais remettre tes fesses sur le banc de la fac ou d'une école aujourd'hui Écoute, pourquoi pas. Moi, ma réponse instinctive est non. Après, moi, je suis très curieux, j'adore apprendre, j'adore tester de nouvelles expériences. Sache que juste pour le fun, quand j'avais, je crois que ça faisait 4 ou 5 ans, j'avais créé ma première boîte, j'ai pris des cours du soir au CNAM, mais vraiment pour le fun, parce que j'avais envie d'explorer un petit peu ce monde-là. J'avais envie de prendre des cours, donc j'ai pris des cours alors là qui étaient des cours de quoi ? Qui étaient peu intéressants pour ma boîte. J'ai pris des cours de sociologie, ça m'a permis de faire une enquête de sociologie à Peugeot, qui était un de mes clients à l'époque. Voilà, c'était plus pour le fun. J'ai quand même pris des cours de marketing, ça m'a permis d'être sûr à 2000% que les cours de marketing enseignés dans ce genre de cursus ne servent absolument à rien dans une boîte concrète, tu vois. Mais c'est vraiment complètement inutile. J'ai appris beaucoup plus en formant moi-même sur le web, en achetant des formations en ligne d'américains notamment, de choses concrètes, alors que au final, dans mes cours du marketing du CNAM, j'ai appris des formules statistiques théoriques dont je ne me sers jamais, et des trucs finalement que j'ai complètement oubliés. J'ai quand même fait un cours très intéressant et pratique. C'était un cours justement sur comment choisir sa carrière. Donc moi, je l'ai adapté à moi. Ça m'a permis de faire un test psychologique très intéressant qui s'appelle le CSSPF, d'avoir une meilleure clarté sur moi-même, de faire tout un mémoire sur ma vie et ce que je voulais faire. Et ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant que tu devrais faire peut-être tous les 5 à 10 ans. Ça m'a permis d'avoir plus de clarté. Mais voilà. Mais alors, revenir sur les bancs de la fac, moi j'ai même pris des cours en candidat libre de cyberculture à l'université de Lille 3, mais juste pour le fun, tu vois. Moi, si un sujet qui m'intéresse, ça me dérange absolument pas d'aller voir une conférence, de m'asseoir sur les bancs d'un truc et tout ça. Par contre, si je veux apprendre un savoir pratique, clairement, je vais avoir un a priori négatif immédiat sur les cours qui sont donnés à l'université et l'école. C'est intéressant d'un point de vue théorique et pour la culture générale, mais en termes d'enseignement pratique, j'ai malheureusement une mauvaise expérience personnelle et je ne pense pas que la plupart des cours qui sont donnés dans les écoles ont un véritable intérêt pratique, très honnêtement. Je pense que pour la plupart d'entre eux, on peut en apprendre autant en lisant un bon bouquin et surtout en créant une boîte derrière et puis en essayant d'appliquer soi-même les choses qu'on apprend en fait, tout simplement. Merci pour ton écoute. J'espère que ce podcast t'a plu. S'il t'a aidé ou inspiré, je t'invite à me laisser une évaluation positive, de préférence, sur ta plateforme d'écoute préférée. À très vite et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas.